bon, Anissa. Donc, bienvenue à tout le monde. J'ai le plaisir de vous présenter Andrea Faust. Andrea détient un baccalauréat et ainsi une maîtrise de recherche en kinésiologie. Elle a également complété une maîtrise en gestion de projet qui vient donc renforcer son parcours en recherche en lui offrant des compétences pour structurer, coordonner et gérer des projets de manière efficace et rigoureuse. Son expérience professionnelle s'est principalement centrée sur les personnes âgées et l'activité physique, un domaine qui demeure au cœur de ses intérêts et qui nourrit son engagement à promouvoir un vieillissement en santé. Elle est par ailleurs cofondatrice de la fondation SAFE et co-créatrice de SAFE Seniors, une plateforme web d'exercice spécifiquement conçue pour les aînés fragiles afin de soutenir leur autonomie et le bien-être. Donc, bienvenue chez nous, Andrea. Merci beaucoup pour l'introduction. Donc, comme elle vient de mentionner, j'ai fait un baccalauréat en kinésiologie. Puis par la suite, j'ai fait une maîtrise en physiologie de l'exercice. Puis par la suite, une maîtrise en gestion de projet pour vraiment venir combiner les compétences, puis faire de la gestion de projet, peut-être un peu en recherche, mais aussi dans l'implantation de différents programmes et projets. Je vais avoir la chance de vous parler un peu de SAFE Seniors un peu plus loin dans la présentation. C'est sûr que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc je vais en parler par la suite. Donc, on m'a demandé aujourd'hui de venir parler un peu de notre centre d'excellence Chola C'est durable. Donc, je vais vous parler un peu de sa mission, les objectifs, les axes d'intervention, qu'est-ce qu'on fait à C'est durable. Puis, par la suite, je vais également vous parler des différentes approches cliniques et communautaires qu'on fait. Puis aussi, comment on vient collaborer avec les cliniciens, mais aussi la communauté, les professionnels de la santé, le système de la santé, pour vraiment essayer de nourrir le gap qui existe. On fait de la recherche, mais on veut aussi tout mettre aussi en pratique. Donc, on ne fait pas de la recherche pour de la recherche, on veut le mettre en pratique. Donc, comment on essaie de venir combler ce gap entre la recherche et la pratique. Puis également, je vais discuter des différentes opportunités. Peut-être certains chercheurs ou cliniciens veulent collaborer sur certains de nos projets. On est toujours ouvert aux collaborations. Donc, notre centre d'excellence a été créé, ça fait quand même assez longtemps. C'était Dr Moret, Dr José Moret, qui avait initialement le centre d'excellence. Il portait un tout autre nom. Mais il y a 2 ans, Dr Gustavo Duquet, qui est maintenant notre directeur scientifique, est revenu à Montréal après plus de 15 ans en Australie. Puis, mais il est venu reprendre le centre d'excellence Choisis et durable. Il a aussi donné un nouveau nom, une nouvelle vision, des nouveaux objectifs. Puis, donc, c'est maintenant lui qui est le nouveau directeur scientifique de notre centre. Donc, notre vision, c'est que tous les aînés qui sont couverts par la région du Rius-McGill devraient pouvoir bénéficier d'un vieillissement positif en santé optimale et une vie active. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que on sait tous là, que le vieillissement, un grand vieillissement de la population en ce moment. Puis, on veut essayer de trouver des interventions qui permettent aux personnes âgées non seulement de vivre plus longtemps, pas seulement donner de la médication, mais aussi de leur permettre ce qu'on appelle le health span, donc qu'ils puissent vivre plus longtemps et aussi plus en santé. Puis, c'est ça, donc venir vraiment creuser ce qui a été fait en recherche, puis le mettre en application. Donc, on ne fait pas de recherche, on fait vraiment plus de l'application, de la mise en pratique pour maintenir les aînés mobiles. Puis, c'est ça, donc on se base sur ce qui a déjà été validé dans la littérature, puis on le met en pratique. Je ne vais pas passer à travers chaque objectif, mais il y en a un en particulier que j'aimerais mettre l'attention dessus. On vient tout juste de l'ajouter, en fait, c'est soutenir et valoriser les personnes proches aidantes en facilitant leur accès à des ressources de la formation et du soutien psychosocial. Donc, ce qu'on a remarqué, c'est que 99% de nos projets qu'on fait requièrent une personne proche aidante pour aider la personne aînée. Donc, c'est super important que ces personnes-là, qui aident les personnes aînées, qu'on oublie aussi souvent, soit inclus dans des interventions, puis aussi pour assurer qu'ils sont bien soutenus lorsqu'ils aident une personne aînée. Je ne l'ai pas mentionné, mais je pense que c'est assez clair. Là, nous, c'est tous des programmes pour les personnes âgées. Aussi, faciliter l'identification précoce. Donc, on vient vraiment dans la prévention pour essayer d'éviter la décompensation. Puis, c'est ça. Sinon, d'autres objectifs qu'on a, on veut améliorer l'accessibilité aux soins pour les personnes âgées tout au long de leur trajectoire du domicile à l'hébergement. Puis ça vient aussi inclure ce que j'ai mentionné tout à l'heure, on fait partie du Rius-McGill. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec le Rius-McGill, mais c'est un territoire qui est assez grand. Donc, ici, on fait partie du Rius-McGill, aussi l'ouest de l'île de Montréal.
je crois que ça va jusqu'à la Montérégie. Puis aussi, on va jusqu'en Abitibi. Donc, il y a beaucoup de nos projets pilotes qu'on débute à Montréal, mais c'est sûr qu'éventuellement, vous allez le voir aussi à travers nos projets. Le but, c'est aussi d'aller dans des régions plus éloignées où l'accessibilité est plus difficile pour leur permettre aussi de bénéficier de services. Puis, c'est ça, donc sensibiliser les professionnels de la santé, vraiment s'assurer que tout le monde collabore et travaille ensemble, tout le monde est inclus, peu importe la langue, la culture, le genre, etc. Donc, j'ai mis un peu ici la gouvernance. Donc, nous, on est localisé à l'hôpital général juif à 10 minutes de marche d'ici. Donc, on est sous le centre-ouest de l'île de Montréal. On a une direction qui est académique, mais on a aussi, comme j'ai mentionné, une direction scientifique qui est sous le docteur Gustavo Duquet, qui est gériatre. Il fait de la recherche à McGill. Puis, avec nous, c'est plus dans l'implémentation. Il fait de la recherche biomédicale, clinique. Puis, il s'intéresse beaucoup à tout ce qui est, entre autres, là, à tout ce qui est fracture et chute. Donc, vous allez voir que beaucoup de nos projets, c'est en lien avec la mobilité, les chutes, les fractures. Ici, ça a été coupé un peu, mais il y a moi, la chef d'équipe, à CEDIRA, puis on a aussi 4 différentes plateformes, donc une qui touche plus les technologies, les mégadonnées, les transferts de connaissances et tout ce qui est plus exercice physique. Puis pour chaque plateforme, on a une personne. Le docteur Madi Mani, il remplit un peu les deux axes ici. Puis sinon, on a un projet qui s'appelle le gériatre répondant, je vais y revenir. On a un comité aviseur local et international. Puis on a aussi tout récemment le CTGN, qui est le réseau canadien transnational des gérosciences. Donc, le réseau, c'était vraiment, ce qu'on avait remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de chercheurs, beaucoup de cliniciens qui font de la géroscience sans nécessairement le savoir. Donc, le but, c'était vraiment de comme tout réunir les gens qui font de la géroscience. Et les buts du réseau, ça inclut le regroupement des essais cliniques et les publications. Donc, quand tu fais partie du réseau, tu vois les différents essais cliniques qui se passent, tu vois aussi les différentes publications. Il y a aussi tout un aspect d'éducation, de mentorat. Puis aussi, une mobilisation des connaissances. Donc, comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'est vraiment de mettre la recherche en action. La gyroscience, il y a beaucoup de définitions. Des fois, on ne sait pas trop si on fait de la gyroscience ou non. Il y a beaucoup de chercheurs qui en font. La gyroscience, c'est vraiment de venir étudier le vieillissement dans sa globalité au lieu de vraiment s'attarder aux différentes conditions de manière individuelle. Par exemple, si on prend un médicament, euh, c'est souvent pour un truc en particulier, mais le but ou quand on fait une intervention, c'est pour une condition en particulier, mais le but de la gyroscience, c'est vraiment de trouver des interventions qui vont venir améliorer et allonger la durée de vie dans sa globalité au lieu de s'attaquer, je sais pas comment, mais au lieu d'aller condition par condition. En fait, on peut faire partie du réseau canadien de gérosciences translationnelles. Donc, il y a un code QR ici, mais aussi possible sur le site web d'aller, puis vous pouvez vous inscrire. Pourquoi faire partie du réseau? En fait, ça permet d'avoir des invitations aux événements, l'accès à notre base de données, puis aussi la collaboration avec les chercheurs. En fait, l'accès à notre base de données, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, par exemple, qu'un chercheur qui veut faire une idée de recherche, on peut l'aider avec les différentes bases de données qu'on a comme Nuage, CLS, CA et autres bases de données. Ou sinon, on va aussi avoir très bientôt une équipe pour faire des essais cliniques au CIM, donc l'hôpital sur des carrés, là, ou à MUHC pour faire de la géroscience. Donc, si un chercheur a une idée puis veut faire de la recherche puis collaborer, c'est une opportunité pour ça. On a aussi fait 2 conférences dans le passé. La première conférence canadienne sur la géroscience, puis l'année dernière, on a fait la première conférence du réseau. Donc, pourquoi les deux ont le même nom un peu, là, c'est juste parce que celle de l'année passée, c'était comme la première fois qu'on faisait une conférence pour le réseau canadien de gérosciences. Donc, c'est l'année dernière que le réseau a été créé. Puis, c'est Dr. Duquet qui a créé le réseau en partenariat avec Leah Harrington de l'Université de Toronto. Puis, on a également, on voit la coordonnatrice là, au Chine, qui est la coordonnatrice du réseau de gérosciences transnationales. Et on a aussi publié, suite à la conférence, on a aussi publié 2 papiers sur chacune des conférences. On dirait le même papier parce que c'est le même journal puis les mêmes couleurs, mais c'est vraiment 2 papiers différents. Là, un qui est sorti en 2025 puis en 2024. Donc, ces papiers-là, globalement, ça décrit les procédures de la conférence.
Puis, on a une conférence, la deuxième conférence du réseau canadien de gérosciences translationnelles. Donc, encore une fois, j'ai mis un code barre. Puis, c'est ça, vous pouvez, c'est toujours le temps de s'inscrire si c'est quelque chose qui vous intéresse. C'est sur la géroscience, il y a la c'est biomoléculaire, il y a aussi de la clinique. Puis, il y a des grands chercheurs comme par exemple Dr. James Kirkland qui va venir présenter à cette conférence. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, on a un comité aviseur local. Donc, c'est différentes personnes, différents chercheurs, différents cliniciens localement qui nous aident avec nos projets. Donc, par exemple, on a des patients partenaires, on a une infirmière retraitée, puis médecins et différentes personnes au niveau académique là, qui nous aident pour nos projets. On a également un comité international qui est composé également de différents cliniciens et chercheurs un peu partout dans le monde. Puis, ce qui est intéressant, c'est que ces personnes-là, ces cliniciens et ces chercheurs nous aident à faire nos projets assez durables. Donc, je vais vous parler très bientôt de différents projets. Donc, nos 4 axes d'intervention, je ne vais pas aller très en détail parce qu'on a des projets pour chaque axe. Donc, ça va être plus clair, je crois, quand je vais parler des projets. Donc, le premier axe, on a tout ce qui est technologie transformatrice, intelligence artificielle, les soins virtuels et les habitats adaptés. Donc, c'est tout ce qui est, par exemple, la télémédecine, ce qui concerne le IA, les capteurs, les dispositifs portables. Ensuite, on a les mégadonnées et analyses prédictives. Donc, ça nous aide, entre autres, pour l'évaluation de nos programmes. Puis analyse prédictive en anglais, c'est machine learning, peut-être ça parle plus pour certains. Ensuite, on a le troisième axe qui est communauté de pratique et éducation, qui est tout ce qui est transfert de connaissances. Puis le dernier qui est autonomie, mobilité et indépendance, tout ce qui englobe l'exercice, l'activité physique, la mobilité et la nutrition. Donc, pour ce qui est de notre premier axe, on a le docteur Madi Imani qui est coordonnateur de cet axe. Il a complété son PhD en fait avec le Dr Duquet, puis en Australie, puis il a fait venir ici au Canada, puis il nous aide avec nos projets. Donc, une des choses qu'il fait, une des activités qu'il fait, c'est l'évaluation des technologies. Donc, on fait l'évaluation des technologies assez durables. Donc, toutes les technologies qui sont TRL 7 et plus, ce que ça veut dire, c'est que c'est des technologies qui ont été déjà validées dans la littérature, qui sont efficaces, qui sont prêtes à être utilisées en communauté, en clinique. Donc, on fait par exemple l'analyse coût-efficacité, impact budgétaire. Aussi, on regarde les impacts organisationnels, comment ça fonctionne. Puis, le but de l'évaluation des technologies, c'est entre autres de montrer son efficacité pour qu'on puisse ensuite aller vers les décideurs, puis leur montrer justement, regardez, ça fonctionne bien. On devrait continuer à le faire, puis investir si c'est le cas. Un des projets qu'on fait assez durable, c'est le Facette Québec. On l'appelle le Facette Québec. En fait, c'est un projet qui a été initialement conçu en Espagne par Dr. Leocadio Rodriguez Mana. Puis, c'est une technologie qui permet d'améliorer la continuité des soins après une hospitalisation. Donc, c'est une technologie post-décharge. Puis, comment ça fonctionne? C'est un suivi à distance. Donc, on sait que pour certains patients âgés, c'est difficile d'avoir soit le transport, d'avoir une personne qui les aide à aller vers leur rendez-vous. Donc, ça permet d'avoir un suivi à distance après la décharge pour voir, par exemple, ça concerne plus un patient qui aurait été hospitalisé, par exemple, pour un problème de mobilité, parce que les suivis à distance permettent, entre autres, de regarder la vitesse de marche, donc mesurer à l'aide de capteurs, la puissance des membres inférieurs, comme par exemple le chair stand. Ça regarde aussi le poids de la personne, donc une balance qui est connectée à l'application. C'est une application, le Facette Québec. Puis aussi, il regarde quelques questionnaires comme les questionnaires sur la nutrition, le M&A Short Form. Il y a aussi des questionnaires sur la qualité de vie. Donc, ce que ça permet, c'est qu'à travers une application, le patient, le professionnel de la santé peuvent être connectés sans que la personne aille en présentiel à l'hôpital. Puis, ça demande à ce qu'évidemment la personne aînée ait une personne proche aidante avec elle pour justement l'aider avec les différentes évaluations s'il n'est pas capable de les compléter toute seule ou en sécurité. Puis, ça propose aussi un plan de traitement. Donc, ça émet des notifications pour l'exercice, ça motive la personne. Par exemple, tu devrais faire aujourd'hui un 30 minutes de tel programme d'exercice. Puis aussi, ça met des rappels pour les médicaments, la nutrition. Puis, dans le cadre de C'est durable, nous, ce qu'on veut faire, entre autres, avec cette technologie-là, c'est bien assurément, elle fonctionne bien en Espagne, mais nous, on veut l'évaluer ici dans notre contexte québécois.
dans notre système de santé. Donc, par exemple, on va passer, quand on va l'implanter ici, on va passer plusieurs questionnaires comme pour voir l'acceptabilité autant du niveau des professionnels de la santé, mais également des patients. Puis aussi, on va regarder tout ce qui est adhérence et engagement de l'application, comment ça peut se faire, c'est à travers, par exemple, le Power BI. Donc, notre Dr. Madi Mami, qui est aussi ingénieur biomédical, c'est vraiment lui qui va s'occuper plus de ces data-là, mais c'est de voir, OK, la personne doit se connecter à chaque jour, mais combien de temps dans la journée elle se connecte, elle dit qu'elle le fait, est-ce qu'elle le fait vraiment? Puis, dans le futur, ce qui serait vraiment intéressant, c'est le genre de technologie qu'on aimerait voir, si ça fonctionne bien ici à Montréal, c'est le genre de technologie qu'on aimerait voir se voir déployer dans des régions plus éloignées, comme par exemple en Abitibi ou dans d'autres régions où l'accès est un peu plus difficile. Encore une fois, on a un autre événement à venir. Donc, le 6 octobre prochain, très bientôt, Dr. Leocadio Manas va venir de l'Espagne pour nous présenter, en fait, 2 présentations. La première, ce sera de midi à 13h à l'hôpital général juif. C'est les Grand Medical Rounds. Puis, ça va parler de la technologie dans les soins aux personnes âgées. Celle-là, ici, elle est accréditée par le Collège des médecins. Puis, il y a aussi une deuxième présentation qui est un café scientifique. C'est vraiment plus celle-là pour la communauté, les personnes âgées. Donc, celle-là, elle est beaucoup plus vulgarisée. Et c'est ça, les deux se passent à l'hôpital général juif. Puis, pour le café scientifique, l'inscription est obligatoire. Il y a un code de QR ici. Un autre gros projet qu'on a à CEDURAP, je ne sais pas si vous avez entendu parler du projet ICOP, c'est un projet qui a été développé par l'Organisation mondiale de la santé, puis qui est maintenant instauré dans plus de 40 pays à travers le monde. Puis, on serait les premiers au Canada à instaurer ce programme à Montréal. Donc, c'est une approche préventive, puis ça permet d'identifier et intervenir de manière préventive sur les différentes capacités intrinsèques. C'est vraiment une approche intégrée de l'individu. Puis, en fait, comment ça fonctionne, c'est que ça touche les 6 capacités intrinsèques, donc la vision, l'audition, l'état cognitif, l'état de santé mentale, la mobilité et la nutrition. Puis, juste pour vous donner un exemple comment ça fonctionne, c'est sous forme d'application. Donc, la personne aînée qui ouvre l'application, elle va passer par une première étape qu'on appelle l'étape de dépistage. J'ai pris un exemple pour la mobilité. Donc, la personne va passer à la première étape, qui est l'étape de dépistage, puis on va lui demander s'il est capable de se lever d'une chaise 5 fois en 14 secondes. Si elle est capable de le faire, donc, on lui demande est-ce que vous avez chuté 2 fois ou plus au cours de la dernière année. Si elle n'a pas chuté, on va lui donner des recommandations globales. Par contre, si elle n'est pas capable de faire l'étape 1 ou si elle a chuté plus de 2 fois, on l'amène à l'étape 2 où que là, c'est un dépistage plus approfondi. On lui fait faire le Short Physical Performance Battery. Puis, en fonction du score qu'elle a au SPPB, on lui offre différents choix d'activités physiques, de programmes que cette personne peut faire. On a notre deuxième axe qui est les mégadonnées et les analyses prédictives. Donc, on est dans une ère où l'intelligence artificielle commence à de plus en plus être présente. Donc, je voulais vous présenter un exemple de ce que Dr. Marie Mani a déjà fait, puis aussi ce qu'on cherche à continuer à faire. En fait, ce que les études montraient, c'est qu'il y avait une association entre les troubles des cognitive impairments puis la sarcopénie. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, ben, les personnes qui ont un cognitive impairment, ils passent déjà un IRM. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces images de l'IRM pour rendre ça plus utile peut-être, puis voir comment on peut prédire d'autres conditions de santé. Donc, ils ont pris les images de IRM, puis ont mesuré la masse musculaire du masséter et de la langue. Puis, ils ont vu une association entre les cognitive impairments et la sarcopénie seulement en mesurant la langue et le muscle du masséter. Ils ont aussi pris d'autres données comme le BMI et d'autres mesures de santé. Mais ce que ça a fait, c'est qu'il y a eu 100 patients qui avaient chacun à peu près 5 images d'IRM. Donc, lui, il a nourri cet algorithme, il a nourri son système, ça lui a donné un algorithme. Puis, avec ça, il était capable de faire la prédiction pour les patients ayant un cognitive impairment pour faire des prédictions sur la sarcopénie.
Donc, j'ai comme un peu mis en pratique ce qu'on cherche à faire. Donc, c'est qu'on prend des images, par exemple, de IRM, ça peut être des images du cerveau, ça peut être d'IRM, ça peut être des images du fémur, peu importe l'image ou la donnée clinique, on la met dans le machine learning. Puis, à la fin, le but, c'est de créer des algorithmes, créer des prédictions qui seront utiles pour les hôpitaux, les centres de réhabilitation, puis la pratique, là. Donc, on fait aussi beaucoup de cafés scientifiques qui sont organisés chaque année, qui sont principalement, en fait, c'est des cafés scientifiques sur la sarcopénie puis l'ostéoporose. Donc, on invite des experts, puis on parle de ces sujets avec les aînés. Café scientifique très vulgarisé, justement, pas beaucoup de science, vraiment plus de trucs pratiques pour les aînés, euh, pour leur permettre d'avoir des petits trucs sur l'activité physique, sur la nutrition, sur le sommeil et autres. Le géant répondant, vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est un projet avec, je ne vais pas d'abord trop plonger dedans, là, mais c'est un projet qui est mené par la docteure Julia Chabot et Anna Andrionova, qui est avec nous assez durable, qui est travailleuse sociale, qui complète actuellement son PhD. Puis, le but du gériatre répondant, là, vraiment dans sa globalité, c'est d'optimiser l'accès à l'expertise des gériatres au Québec. Donc, on sait que dans certaines régions éloignées du Québec, encore une fois, il n'y a pas autant bon accès à l'expertise des gériatres. Donc, c'est vraiment d'essayer de venir nourrir cette expertise. Euh, donc, c'est un peu ça le but du projet de gériatre répondant. Pour le dernier axe, autonomie, mobilité et indépendance, donc, on a une initiative qui s'appelle les Duragym. Donc, comme j'ai mentionné précédemment, Dr. Duquet a passé plusieurs années en Australie. C'est une des initiatives qu'il avait faites en Australie, c'est les Duragym. Donc, ça se base sur le Otago Exercise Program qui a été développé par Dr. Deborah Waters. Puis, c'est des exercices qui sont assez simples, puis avec peu de matériel pour les personnes âgées. Donc, le but, c'est de créer des petits groupes de personnes âgées dans un gym où ils font de l'exercice physique ensemble. Donc, on sait qu'il y a déjà l'adhérence à l'exercice physique. C'est extrêmement complexe parfois. Donc, justement, en les mettant ensemble dans un endroit, ils peuvent communiquer, puis aussi ça aide pour la socialisation et l'adhérence. Donc, le concept du Duragym, en fait, on aura le premier Duragym à l'hôpital général juif à la clinique de gériatrie qui sera supervisé par notre kinésiologue Hussein. Puis, comment ça fonctionne, c'est que tous les patients pourront avoir accès au Duragym s'ils auront reçu une prescription soit d'un médecin ou d'une infirmière praticienne spécialisée IPS. Puis, on a une grille assez simple pour permettre justement à ces professionnels-là de savoir si son patient ou non pourrait être éligible. Par contre, une fois qu'il nous fait la requête, nous aussi, on revalide que le patient est bel et bien éligible à participer au Duragym. Donc, c'est un programme de 6 semaines, 2 fois par semaine à l'hôpital général juif. C'est supervisé par un kinésiologue. Donc, je peux vous donner un exemple. Le patient qui participe doit avoir un SPPB compris entre 4 et 9. Puis, doit être capable de suivre des consignes. Et les sessions durent entre 60 et 75 minutes. Il y a un lancement des Duragym le 6 novembre 2025. On n'a pas encore les inscriptions, mais on va avoir une présentation scientifique de la docteure Deborah Waters. Donc, c'est un autre événement qui sera possible de venir voir. Puis, c'est un projet, c'est ça, justement, en novembre qu'on pense, peut-être un peu avant, on pense commencer les premiers patients avec les Duragym. Donc, le patient peut venir autant de Sainte Mary's, du Lakeshore, du Jewish, peu importe l'hôpital. Il pourra être, le professionnel de la santé pourra faire une requête pour que le patient vienne faire les Duragym. On a aussi les Duragym en communauté qu'on veut faire bientôt. Donc, ça suit un peu le même principe où on prend le matériel avec nous, donc peu de matériel, puis on va dans différentes places pour faire de l'exercice physique avec les personnes âgées. Donc, par exemple, dans un centre pour personnes âgées. Puis, c'est ça, avec peu de matériel. On a un autre projet qui est le ViviFresh. Je pense qu'on a peut-être certains en ont déjà entendu parler. Le ViviFresh, c'est un passeport d'exercice physique. Ça ressemble à ça. Je pense que celui sur le diapositive, c'est celui-là juste ici. Donc, ViviFresh, c'est un programme d'exercice qui est aussi recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, qui a été développé par Dr. Michael Izquierdo,
Il est venu justement nous voir en mai dernier. Puis, il est venu donner une conférence sur, entre autres, ViviFrail. Puis, le but du programme d'exercice, c'est vraiment de venir promouvoir, évidemment, l'activité physique, prévenir la fragilité et les chutes chez les aînés. Comment le programme ViviFrail fonctionne? C'est assez simple. En fait, la personne âgée, lorsqu'elle voit son médecin ou le physio, l'infirmière, peu importe, on lui fait passer ce qu'on appelle un SPPB. Donc, je reviens beaucoup à cette évaluation-là, le SPPB, le Short Physical Performance Battery. Puis, en fonction du score que la personne obtient, elle est conseillée vers un différent passeport. Donc, les cut-offs pour les SPPB ont été validés, puis c'est vraiment le SPPB que tu obtiens. C'est vraiment le passeport qui est vraiment corrélé avec le passeport que tu devrais faire. Donc, j'ai trouvé peut-être intéressant de montrer également que, sans aller dans les détails là, de la science, mais que le passeport ViviFrail, évidemment, c'est le programme ViviFrail, évidemment, c'est une pratique qui a été validée. Puis, ils ont vu des gains significatifs pour le SPPB, la vitesse de marche et la force de préhension après 3 mois. Aussi, une amélioration significative des scores du MMSE et du MOCA. Donc, les 2 premiers points, c'est la même étude. Ça, c'est des analyses secondaires, des analyses primaires. Donc, il y avait environ 180 participants. Puis, c'était sur 3 mois. C'était une étude de randomisée, puis contrôlée. Puis, il y avait 100 participants dans le groupe exercice, 88 dans le groupe contrôle. Puis finalement aussi, on avait vu, c'était la dernière étude, elle avait un peu plus de participants, je pense de 300. Donc, ils ont vu que l'adhérence aussi de 79% dans le premier mois et 68% au mois 2 et 3. Normalement, on cherche comme une adhérence en haut de 70%, 80%. Donc, ce qui est quand même bien aussi. Donc, comme j'ai mentionné, là, pour prescrire le SPPB, ça va avec, pour prescrire le ViviFrail, ça va avec le SPPB. Puis, normalement, ce qui conseille, c'est entre 3 à 5 séances par semaine, 40 à 60 minutes chacune. Et le passeport vient chercher la force, l'équilibre, le cardio et la flexibilité. Un autre projet qu'on fait beaucoup de mobilité, mais un autre projet qu'on veut commencer très bientôt, c'est les parcs d'exercice. Donc, c'est sûr qu'au Québec, c'est un peu plus complexe avec nos hivers, mais on peut quand même bénéficier à peu près de avril et mai jusqu'à septembre, octobre de parcs d'exercice. Donc, c'est un projet qui avait été initialement fait par la docteure Pazit Lebinger en Australie. Puis, l'idée, c'est vraiment d'avoir un parc d'exercice qui est adapté pour les personnes aînées. Donc, je sais qu'il y a des parcs d'exercice pour les adultes, les enfants. Donc, mais celui-là, c'est vraiment un parc qui a été validé, étudié pour les aînés. Puis, beaucoup d'effets positifs. Évidemment, on a remarqué une diminution des chutes, une amélioration de la mobilité, une amélioration aussi du niveau cognitif. L'adhérence était aussi très bonne, une amélioration de la qualité de vie. C'est sûr que pour un aîné, des fois, parfois, ça peut être un peu plus dur de sortir. Par contre, on sait à quel point c'est important que l'aîné sorte de chez lui puis aussi respire le bon air. Donc, c'est un projet aussi qu'on cherche à faire, puis à collaborer justement avec des villes pour nous aider. Le but des parcs d'exercice, c'est que nous, on fournirait un 3 mois avec un kinésiologue. Puis, ce kinésiologue formerait soit des techniciens ou des personnes qui s'occupent des parcs, qu'eux aussi continuent, puis qu'il y a une sustainability dans le temps avec les personnes aînées. Finalement, il y a le Safe Exercise Program. Donc, comme on a mentionné au début, j'étais co-créatrice du Safe Exercise Program, donc j'ai pensé pertinent de glisser un mot dessus. C'est pas un programme qui est encore, il n'y a pas encore eu de papier de validation sur le programme SAFE. Par contre, on a presque terminé de faire l'essai clinique. Sont rendus environ 80-90 participants. Donc, c'était un essai contrôlé, randomisé, avec un groupe contrôle et un groupe exercice. On a mesuré plusieurs variables comme évidemment tout ce qui est exercice physique, la SPPB, vitesse de marche, time up and go. On a aussi regardé tout ce qui est cognition, donc on a fait des tests pré et post avec le MOCA, le Trail Making Test, le Stroop et d'autres tests cognitifs. Puis on a aussi regardé d'autres questionnaires comme par exemple la peur de tomber, la qualité de vie. Ouais, c'est ça, beaucoup de questionnaires. Puis on a fait pré et post.
Puis aussi, pendant le Safe Senior, c'est une intervention de 3 mois. Puis pendant les 3 mois, chaque semaine, il y avait une coordonnatrice de recherche qui appelait le participant pour voir comment ça allait. Les résultats ne sont pas encore finalisés. Par contre, on voit déjà une tendance qu'il y a une amélioration au niveau de la mobilité. Je peux vous montrer le Bova tantôt, le Safe Seniors. Donc, c'est un programme qui a été développé par, entre autres, il y a eu moi sur le projet, il y a le docteur, c'est un projet, en fait, un projet qui a été guidé par le docteur José Moret. Donc, il y a le site web juste ici. Il y a quelques. Ah non! OK. Je vais le mettre. Je pense que ça va être complexe un peu. Et maintenant, non, pas. Ah, non. Je veux pas. Ah, OK. Super. Ouais. OK, bon. Donc, c'est ça. C'est en fait, le site web, je vais mettre en français, donne comment des petits conseils, le type d'exercice et de l'échauffement, la force, l'équilibre, la flexibilité, l'endurance. Ça donne aussi des conseils sur l'activité physique. Puis, ça a été aussi développé avec Guy Hajboutros de l'Université McGill, donc l'étudiant à Dr. Moret au PhD. Puis, quand la personne aînée va commencer les exercices, ici, on a les différents niveaux, donc ça va du niveau 1 au niveau 4. Puis, pour chaque niveau, il y a l'échauffement, la force, l'équilibre, la flexibilité et l'endurance. Puis, ce qui est intéressant, c'est que la personne est obligée de commencer avec le niveau 1. Puis, si elle veut passer au niveau 2, elle peut, mais il y a un message qui dit êtes-vous sûr que vous vous sentez à l'aise de passer au niveau 2? Donc, c'est de 25 à 30 minutes, vraiment peu de matériel, tout ce qu'une personne peut trouver chez elle. Puis, c'est un programme qui est fait plus pour des personnes âgées fragiles. Là. Donc, si la personne est capable de tout faire par elle-même puis qu'elle fait encore son jogging, c'est pas pour elle. Euh, donc, vous pouvez également aller nous suivre sur notre site internet, Twitter, LinkedIn, et etc.